Bienvenue sur Histoire dévoilée, le podcast où je vous raconte des destins hors normes, des personnalités flamboyantes, oubliées ou mal comprises, qui ont pourtant façonné l'histoire. Aujourd'hui, je continue avec vous le premier tome de la fresque romanesque de mon livre « Marguerite Brunet avant la Montansier, de l'enfance aux colonies », épisode 2. Entamons le chapitre 4. Après avoir suivi Marguerite Brunet dans son intégration, grâce à sa tante Hyacinthe Montansier, chez les plus célèbres maquerelles de Paris. Marguerite a maintenant 18 ans. Cela fait 2 ans qu'elle pratique, disons occasionnellement, l'art du plaisir et de la luxure. Nous sommes au XVIIIe siècle, le fameux siècle des Lumières, mais aussi celui du libertinage. Et là, une petite parenthèse s'impose. Qu'est-ce donc que ce libertinage dont on parle ? Qui concerne-t-il vraiment ? La France de l'époque est officiellement très pieuse. La monarchie est de droit divin, la religion catholique structure le temps, la famille et la sexualité. Le mariage est indissoluble, la chasteté est exigée avant, la fidélité après. En théorie, tout est très encadré. Mais dans la pratique, une partie de la société, surtout l'aristocratie et une bourgeoisie aisée, plutôt en ville, s'autorise des espaces de jeu avec ces règles. C'est ça le libertinage. D'un côté, il y a un libertinage d'idées. Des hommes et quelques femmes remettent en cause l'autorité de l'Église, se moquent du clergé, lisent des textes philosophiques clandestins, discutent de religion, de morale, de plaisir. Ils ne se présentent plus comme de bons pénitents, mais comme des esprits libres. De l'autre, il y a un libertinage des mœurs. On multiplie les rencontres, on fréquente les maisons de plaisir, on entretient des maîtresses ou des amants, on pratique un art de la séduction très codé dans les salons et les chambres. On respecte les formes en public, on va à la messe, on se marie à l'église, mais on vit autre chose en privé. C'est ce paradoxe qui est intéressant. Une société qui se dit profondément chrétienne, qui impose une morale rigide au plus grand nombre, et en même temps, des élites qui s'autorisent à contourner ces règles, voire à s'en amuser. Le libertinage, c'est ce mélange d'hypocrisie sociale, de critique religieuse et de recherche de plaisir dans un monde où le péché reste bien réel, au moins dans les discours. Au niveau des pratiques sexuelles, le destin d'une femme est simple. Elle passe du statut de fillette à celui d'épouse. Elle n'a aucune éducation sexuelle et ne sait qu'une chose. Elle doit remplir son devoir conjugal. Son plaisir est inconnu, inconsidéré, voire déplacé. Ce qu'on attend d'une femme, c'est qu'elle ait des enfants. L'Église tolère donc pour les hommes les maisons closes où seules les femmes dites de mauvaise vie permettent aux hommes d'être officiellement prises en charge pour leur plaisir. Une épouse qui se respecte n'est pas censée savoir ces choses et encore moins les pratiquer. Cette société du devoir est donc en lutte avec les bas instincts qu'elle tente de contenir. Cependant, un jeune homme, lui, pourra être envoyé au bordel pour être dépucelé et formé à recevoir son plaisir. De leur côté, si les femmes ne sont pas si mal considérées au XVIIIe, elles le seront beaucoup plus au siècle suivant, après une révolution française qui souhaite les remettre derrière leurs fourneaux. Elles seront traitées d'hystériques et connaîtront une régression particulière au sein de la bourgeoisie qui a si bien massacré les nobles. Entre le Moyen-Âge, où la femme gérait beaucoup de choses sociales et était très active, et le XIXe siècle, le XVIIIe dérive souvent dans la débauche que les révolutionnaires mettront volontiers sur le dos de la noblesse. Mais revenons à Marguerite. Marguerite va côtoyer le désœuvrement des fils des nobles, ces jeunes hommes qui n'ont plus le courage d'aller faire la guerre et qui s'ennuient. Elle, pour l'instant, s'en sort plutôt bien. Elle a pour régulier un certain duc de Fronsac-Richelieu, maréchal de France, petit-neveu du cardinal de Richelieu. Cet homme a près de 60 ans quand il rencontre Marguerite, qui débute dans sa nouvelle activité. Il a pour habitude de frapper les prostituées, puis de les offrir à ses valets quand il en a abusé. Les pauvres filles rentrent parfois défigurées, rouées de coups et en sang, quand elles reviennent vivantes. Protégée par sa tante, Marguerite ne se déplace que très rarement dans les propriétés où les filles sont livrées à elles-mêmes. Fronsac, surveillé de très près, ne peut la demander qu'à condition de se déplacer lui-même. Avec Marguerite et au bordel, il se tient à peu près tranquille. Mais la Béarnaise doit le battre pour qu'il soit satisfait.
Elle le fouette avec le manche d'un balai. Perversion d'un homme de pouvoir qui se délecte d'être dominé? Une manière d'expier ses fautes, ses crimes? Je vous laisse y réfléchir. L'univers de la prostitution reste sombre. Sur le plan moral, les filles de joie, les filles de mauvaise vie, les catins ou les filles publiques, comme on les appelle, n'ont pas les mêmes droits civiques que les autres citoyens, tout comme les juifs et les comédiens. Les trois n'ont pas droit au Saint-Sacrement, ni à un enterrement décent. Il leur suffit cependant de renier leur vie et de se repentir, si toutefois un prêtre accepte de venir à leur chevet au moment opportun. La jeune béarnaise, qui n'est pas juive, cochera les deux autres cases, puisqu'elle passera à la postérité dans le monde du théâtre. Pour l'heure, elle s'est hissée au rang des courtisanes qu'on appelle aussi femmes galantes, et elle a donc la chance de faire partie de celles qu'on protège des plus mauvais traitements. Elles ont des protecteurs de haute naissance et font partie du décorum de l'époque, où l'art du divertissement mêle raffinement à tous les niveaux. Voyons maintenant comment Marguerite va naviguer dans ce monde-là. Elle n'aura jamais d'enfant, et pour cause. Comme toutes les nouvelles présentées à la clientèle, les novices le sont avec le titre de vierge, ce qui attire beaucoup les pervers prêts à payer plus cher. L'usage d'un savant mélange de produits acides, qu'on appelle eau de pucelle, permet de brûler les parois de l'appareil féminin et de donner l'illusion de la fameuse virginité en raison des souffrances qu'il provoque. L'inconvénient, en dehors des douleurs horribles que subissent les femmes, c'est la stérilité presque assurée. 3 applications suffisent pour priver une femme de la possibilité d'être mère. Mais dans ce contexte, cela lui évite un avortement encore plus dangereux et traumatisant. Il se trouve que les prostituées n'ont ni le temps ni le statut permettant aux femmes respectables d'avoir une postérité. Toutes n'ont pas la chance d'être la maîtresse du roi. Apparaît alors un certain meunier dans l'histoire qu'on retrouvera jusqu'à son assassinat. Il est commissaire, aux ordres de Sartine, lieutenant de police de Louis XV. Il est obsédé par les femmes, qu'il salit en permanence, et les rend responsables de tous les vices de la terre. Cet homme, qui aurait très bien pu inspirer Victor Hugo pour l'odieux personnage de Javert dans Les Misérables, espionne les prostituées et note toutes les anecdotes concernant les nobles, celles qui peuvent embarrasser un jour, servir en cas de rébellion, et celles qui peuvent aussi distraire le roi à son réveil. À 18 ans donc, Marguerite excelle dans son nouveau métier et se forge une belle réputation auprès de ces messieurs. Elle apprend aussi à écouter les nouvelles et les confidences faites sur l'oreiller par ces nobles qui suivent une histoire qu'elle n'a pas encore les moyens de côtoyer. Pas encore. Elle apprend, par exemple, comment Madame de Pompadour, favorite du roi, a usé de son influence en intervenant en faveur de Diderot, emprisonné après avoir publié sa lettre sur les aveugles à l'usage de ceux qui voient, et avoir osé manifester son athéisme. L'anonymat dont il se croyait protégé n'a pas empêché le roi de découvrir d'où venaient ces écrits blasphématoires qui menaçaient tout simplement sa monarchie de droit divin. Si Dieu n'existait pas, alors tout le système s'écroulait. Il faut savoir que les espions de la couronne et les indicateurs sont toujours prêts à dénoncer quelqu'un, soit pour l'argent, soit par simple conviction. S'ils ne sont jamais vraiment respectés, ils sont en revanche très nombreux. Impressionnée par le pouvoir de cette femme, la Pompadour, Marguerite s'efforce de contenter au mieux ses clients dans l'espoir de se faire remarquer à son tour. Cependant, bien placée dans le milieu, elle garde du temps libre pour se construire une vie parallèle. C'est ainsi qu'un beau jour, ensoleillé disons, dans les jardins du Palais Royal peut-être, elle croise un dénommé Charles Urson, conseiller à la Chambre des enquêtes du Parlement. Il ne fallait pas être très malin pour comprendre les activités de Marguerite. Son talent la trahit inévitablement. Après donc quelques rencontres très chastes dans le parc, succèdent rapidement les plaisirs privés dans la chambre de la belle Hermosa. Et un jour, Urson lui annonce son départ pour la Martinique, sa promotion en tant que futur intendant de l'île, et lui propose, non pas le mariage, comme Marguerite aurait pu l'espérer, mais de l'accompagner dans ce fabuleux voyage. Quand je dis fabuleux, c'est avec une certaine réserve car Marguerite connaît les risques. Naufrage, abordage de pirates, enlèvement pour finir dans un harem, mal de mer, épidémie à bord, etc. Elle minaude. Abandonner Paris? Ses amis? Sa cour? Qu'aurait-elle en contrepartie? Urson lui assure qu'il sera tous les jours à ses côtés.
Voilà qui sonne bien. Il a 35 ans, elle en a tout juste 20. Il lui semble honnête. Il n'est pas vilain garçon. Il n'est pas encore riche, mais elle entrevoit une belle carrière et l'opportunité d'un avenir meilleur. L'espoir fait vivre. Et c'est ainsi que Marguerite, à l'aube de cette année 1750, s'embarque pour les Caraïbes. Mais pas au bras de son amant comme elle avait pu l'imaginer. Permettez-moi de vous lire maintenant comment j'ai imaginé la scène décrite dans les archives. « 1750, cauchemar avant les tropiques. Marguerite, en belle béarnaise embourgeoisée, s'était préparé 3 grosses malles qu'un valet emprunté à un ami avait chargées dans une voiture privée. Elle avait rendez-vous au Havre pour embarquer sur le chariot royal. Urson lui avait annoncé qu'il partait en amont pour s'assurer que tout serait bien réglé après avoir payé tous les frais pour son déplacement. Arrivé sur le port, la voiture s'arrêta devant le navire au grand mât et les malles déposées sur le quai attendaient d'être montées à bord, tandis que Marguerite guettait son amant, l'ombrelle à la main. Ne l'apercevant toujours pas après 1 heure d'attente, elle décida d'embarquer et se présenta elle-même avec le passeport que lui avait remis Urson la veille pour le voyage. Elle était si rayonnante, son petit nez retroussé flairant la bonne aventure, tout en cherchant désespérément Urson qui ne paraissait pas. « Bonjour madame, Dit un marin en la voyant chercher un passage dans la foule. puis-je vous aider ?»« Certainement, monsieur, c'est trop aimable. Je suis attendue par monsieur Urson qui doit être à bord. Mes malles sont encore à quai. » Puis-je voir votre passeport, madame ?» Marguerite le lui tendit distraitement tout en cherchant régulièrement son futur intendant. Le marin parut quelque peu surpris lorsqu'il lut la mention « domestique » au niveau de la profession de son billet, et sans rien préciser à Marguerite, il demanda « Les malles sont celles de madame Urson ? Laquelle est la vôtre ? Une seule malle est autorisée pour les domestiques. Tenez, voici votre billet. » dit-il après avoir cherché dans une liste correspondant aux passagers enregistrés. « Je vous demande pardon » demanda interloqué la voyageuse outrée. « Suivez-moi » dit le marin. « Les malles seront apportées à la cabine de madame. Les cabines des domestiques, c'est de ce côté-là, au pont inférieur. »« Des domestiques ? Pont inférieur ? Mais il doit y avoir une erreur !» Mais lança Marguerite dans le vent qui emportait ses exclamations avec lui. Le marin siffla un moussaillon pour que les malles embarquent à leur tour et disparut pour vaquer à d'autres occupations, sans s'occuper de Marguerite qui n'était qu'une domestique et ne lui laisserait pas de pourboire. Marguerite suivit alors ses affaires que des marins avaient montées pour madame Urson et se retrouva devant une cabine de luxe. Elle venait de comprendre que monsieur Urson avait naturellement enregistré sa cabine au nom de madame Urson, sa femme, et elle venait de se féliciter de l'avoir suivi. Sans aucun doute, il allait lui demander de l'épouser durant la traversée. « Laissez, laissez, je m'en occupe » dit-elle au marin. Enchantée et soulagée, frémissante à l'idée d'être enregistrée sous le nom de madame Urson, elle allait frapper lorsqu'une petite femme, boulotte, sortit de la cabine en disant qu'elle allait rejoindre maman en attendant pour voir le départ. Marguerite s'excusa spontanément d'être sur son passage, recula et s'adossa au mur du couloir. À travers la porte entrebâillée, elle venait d'apercevoir son futur intendant qui, l'ayant reconnu, reflétait une expression de panique qui en disait assez long sur la situation. Il sortit quelques secondes plus tard, regardant dans le couloir à droite et à gauche avant de lui demander « Tu es déjà arrivé ? Comment as-tu monté ?»« Avec mon billet » murmura Marguerite qui reprenait tout juste ses esprits. « Qui est cette femme ? Car c'est bien notre cabine, n'est-ce pas ?» Urson se décomposa sur place. Il porta la main à son front et finit par avouer en soupirant. « C'est ma femme. Je vais tout expliquer. » Urson, en quelques minutes, lui dressa le tableau. Il était marié. Son mariage n'était pas un mariage d'amour, mais de raison. Sa femme était la fille d'un colonel qui l'avait pistonné pour entrer au Parlement et il était obligé de vivre cette vie infernale alors qu'il l'aimait tant, elle, Marguerite. La vie était injuste. Il aurait dû lui expliquer, lui avouer la vérité. Oui, c'était un lâche, mais il avait trop peur de la perdre. Il savait qu'elle était fière et il n'avait pas voulu prendre le risque de la décevoir, et patati et patata. « On ne peut pas rester là. Va à ta cabine, je te rejoindrai plus tard. Montre-moi ton billet. Cabine 504, voilà, c'est au pont inférieur. Je vais t'accompagner. Ma femme a sa propre cabine juste à côté et ma mère voyage aussi avec nous. C'est un supplice, je t'assure. »
Marguerite encaissait le choc, comprenant brutalement que son château s'écroulait, que son rêve était piétiné par un lâche. Pour éviter qu'elle fasse un scandale, Charles s'empressa de faire suivre ses malles dans la partie réservée aux domestiques, en lui promettant qu'à la Martinique, il l'installerait dans un des plus beaux quartiers de la ville et qu'il viendrait la voir tous les jours, beaucoup plus souvent qu'avant. Marguerite comprenait surtout qu'elle vivrait à part et qu'elle ne serait jamais officiellement qu'une maîtresse. Il parut étonné qu'elle soit à ce point déçue. Beaucoup de grands hommes vivaient ainsi et les femmes s'en accommodaient, les épouses comme les autres. Les autres, Marguerite avait la nausée. Sous l'effet de ses émotions en bataille et du calme incroyable de son amant, Marguerite resta sans voix. En l'entendant expliquer, après tout, ne lui avoir jamais promis autre chose que de la voir tous les jours, elle s'engouffra dans sa cabine après lui avoir claqué la porte au nez. La pièce était si petite que les mâles ne pouvaient pas y entrer et Urson resta coincé dans le couloir. Évidemment, aucune domestique ne voyageait avec autant de bagages. Le piteux conseiller, futur intendant, fut obligé de trouver une solution pour calmer le jeu si embarrassant. Il paya fort cher un marin qui se chargea d'emmener les mâles près du quartier des officiers dans une réserve inutilisée, en prétextant que sa femme n'avait plus de place. Une fois son affaire réglée, il retourna auprès de sa douce qui ne l'était plus. « Je t'ai pris une cabine privée. Les autres partagent souvent leur cabine. »« Les autres !» cria Marguerite à travers la porte. « Je ne suis pas les autres !» Marguerite, la demi-mondaine, demi-femme, demi-chose, demi-perdue, se retrouva totalement seule dans une cabine sans fenêtre, avec un lit minuscule sans toilette. Elle s'écroula sur son lit miteux, attrapa l'oreiller et y déversa amèrement sa détresse. Puis, comme piquée par une guêpe, elle décida de partir, de quitter ce navire et son maudit Urson. Mais l'ancre était en train d'être levée et le bateau était en pleine manœuvre. Enragée, elle courut jusqu'au pont et arriva trop tard. Le quai s'éloignait comme son espoir déchu. Ses malles, où elle avait chargé toute sa vie, étaient elle ne sait où, et une foule béate jetait des grands « au revoir » de la main en sa direction. Le monde entier se moquait d'elle. La traversée était censée durer 6 à 10 semaines, elle durera 3 mois. Marguerite n'était donc pas au bout de ses peines. Pour l'heure, son imagination fertile imaginait sur le champ le navire pris aux mains de cruels barbaresques, de brigands, corsaires ou pirates, qui ferait subir à son traître d'amant les pires souffrances. Elle le voyait amené captif dans les pays d'Afrique du Nord, où les esclaves subissaient la castration. Puis elle se mit à sangloter en pensant à son pauvre frère Jean. La vie était horrible, mais elle n'avait pas envie de se morfondre plus longtemps que nécessaire. Marguerite avait cette flamme qui lui interdisait de s'abattre sur son sort sous peine de brûler vive. Elle retourna dans sa cabine, puis se mit en charge de retrouver ses toilettes. Il allait voir ce qu'il allait voir. Dans le prochain podcast, épisode 3, nous suivrons notre belle béarnaise dans ses tribulations à bord, puis comment elle évolue au milieu des planteurs pour se lancer dans le commerce. Vous verrez qu'elle donne du fil à retordre à la vie qui ne se prive pas de la mettre à l'épreuve. À tout de suite pour le prochain épisode.